combattants. Combattons ensemble. Vous regardez TV. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec l'auteur David Menard qui a fait paraître dernièrement une œuvre qui s'intitule L'aurore martyrise l'enfant, qui a un lien assez direct avec l'histoire de Marie-Anne Hood. Je suis très impatiente de savoir pourquoi est-ce qu'il est allé dans ce sens-là. On va aussi découvrir le nouveau visage de la nouvelle chargée des communications de l'ACFO Ottawa, et puis on va profiter pour discuter du prochain prix Bernard Grandmaître qui s'en vient pour le mois de février. Et tout de suite avec moi, on commence avec Sylvain Caron de Unique FM. Vous l'entendez à chaque matin de 6h à 9h pour l'émission Les Matins d'Unique. Et tu me confiais avant qu'on rentre dans l'émission que tu avais fait 2 grosses découvertes ce matin. Absolument, j'ai fait 2 belles rencontres, notamment avec la chanteuse franco-manitobaine Salah, qui nous présentait en exclusivité sur mon émission son dernier single. Donc, ça s'appelle Nos secrets, vraiment une très bonne chanson. Et puis, on a pu découvrir aussi celle qu'on a connue sous son vrai nom, qui est Ariane Jean, dans son nouveau projet solo qui est Salah. Donc, vraiment une très belle découverte. Et aussi, un gars que j'ai découvert, c'est pendant le temps des fêtes, je me suis mis à zapper sur YouTube et puis j'ai découvert Frédéric Meunier, qui a la chaîne chez Fred Fromager Urbain. Donc, c'est vraiment apprendre à faire son fromage à la maison. Très intéressant, très instructif. Et puis, vraiment une belle rencontre ce matin. C'est disponible d'ailleurs, les 2 sur notre site internet uniquefm.ca. Donc, si vous voulez aller entendre ça, c'est vraiment intéressant comme découverte. Et puis, Frédéric Meunier, on s'est parlé un peu après et je peux vous dire tout de suite que probablement qu'il va venir faire un tour sur l'émission quelques fois pendant la saison. Donc, tu es en train de nous donner un scoop. Oui, un scoop ce matin. Oui, c'est tout frais. Là. D'ailleurs, ça date de la dernière heure. Écoute, tu sais, peut-être que tu vas être d'accord avec moi, quand on parle avec des artistes, quand on parle avec des auteurs, c'est tellement profond que souvent, nous-mêmes, on est obligés de se remettre en question parce qu'ils disent des affaires vraies. Ah oui, absolument. Et puis, on parlait justement Nos secrets de Salah. Eh bien, ça se trouve à être... à peu près directement lié à sa famille, des secrets, vous savez, des secrets de famille qui restent, qu'on enterre, qu'on oublie volontairement au départ et après ça, à un moment donné, on le sait juste pas. Mais il y a tout le temps quelque chose de sous-jacent qui traîne. Et puis, comme je lui confirmais, oui, ça se passe dans toutes les familles. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas un petit secret ici et là. Question de sauver les apparences. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, je me dis, c'est quoi, toi, ta technique pour aller... Tu sais, il y a certaines personnes qui vont venir en entrevue et qui vont être assez timides, peu importe que ce soit à la télé ou à la radio. Comment, toi, tu arrives à aller les chercher pour qu'elles puissent sortir cette partie authentique là d'elle-même, pour toucher le public qui écoute? Et ça dépend de chacun. Mais je pense qu'il faut les laisser parler. Il faut vraiment aller chercher la bonne question, le sens qui va les toucher directement. Et puis après ça, ben là, ça déboule. Et puis souvent, la personne va nous donner notre prochaine question. Juste en l'écoutant, on peut savoir, et puis d'ailleurs, c'est une technique que j'utilise, je m'informe, mais pas trop, sur l'invité, et puis justement pour avoir la base de qui cette personne-là est, mais je le laisse parler. Et puis c'est d'ailleurs ce que je faisais aussi quand je faisais des entrevues plus longues, genre 1 heure, 1 heure et quart, ben je partais avec 2 questions, une question de relance si je veux, pour justement quand je sens que l'entrevue commence à baisser un petit peu, là j'ai ma question, certains vont appeler ça la question qui tue, moi j'appelle ça ma question que tu t'attendais pas. Exactement, parce que souvent, c'est ça que tu dis, hein, tu te renseignes sur l'invité, mais pas trop parce que tu as vraiment envie de connaître la personne. Ça devient une conversation parce que si tu sais tout de la personne, ben, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais lui demander de plus, hein? Oui, et tu oublies des choses parce que toi, tu le sais. Donc, toi, dans ta tête, c'est naturel. Donc, si tu connais autant un sujet que la personne, et même sinon plus, j'en connais qui sont sûrs
documentent sur une personne ou sur un sujet, et donc ils en connaissent tellement qu'ils en connaissent pratiquement plus que la personne qui interviewe. Donc, ils oublient des choses parce que pour eux, c'est naturel, ça va de soi, mais pour quelqu'un, j'aime ça me mettre un peu plus à l'arrière pour voir, me mettre dans la peau du citoyen, finalement, qui m'écoute, et puis voir, justement, quelles questions que lui, ce citoyen-là, cet auditeur-là, pourrait se poser comme question. Puis c'est pour ça que je la pose directement à l'invité. Ça donne des choses vraiment intéressantes. Ça peut causer un petit malaise parfois. Et oui, et puis c'est des malaises qui sont sains souvent, parce que ça permet à la personne de s'ouvrir un peu plus. Oh oui, absolument. Et puis, surtout quand on commence à toucher un peu la vie personnelle d'un invité, ça peut parfois... Ça dépend de la personne, hein? Il y a des personnes qui vont s'ouvrir plus naturellement que d'autres. Écoute, on va revenir après la pause. Tu vas nous partager qu'est-ce que tu prévois pour cette année 2023. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours avec Sylvain Caron de Unique FM qui nous parle toujours de son émission Les Matins d'Unique qui est présentée de 6h à 9h. Et ce matin, tu n'as pas eu de mal pour te lever avec tout ce qu'on disait par rapport à la tempête et tout ça? Non, honnêtement, moi, ça me dérange pas, même que j'aime ça conduire sous la neige. Bon, il faut dire que dans une ancienne vie, j'étais chauffeur-livreur Trans-Québec, Trans-Ontario. Donc, j'en ai vu et des pires que ça. Et donc, moi, ça m'aurait tenté d'aller en studio ce matin, là. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai le 4x4 sur ma voiture, je prends ça tranquille. Il n'y a pas de problème. On part un peu plus tôt, c'est tout. C'est ça. Et puis aux gens qui sont à la maison, là, faites attention. C'est juste un petit message en passant. Faites attention parce que absolument. Tout le monde n'est pas Sylvain. Et je le dis souvent, faites attention, prenez vos distances, gardez ça, prenez ça, relax. Et je l'ai dit souvent ce matin parce que justement, on chauffe pas en cow-boy quand on est sous la neige. Alors dis-moi, c'est quoi les nouveautés que tu prévois pour cette année 2023? Oui, tu nous as donné un scoop avant la pause par rapport à cette personne que tu as retrouvée sur YouTube par pur hasard. Mm-hmm. Encore d'autres choses à venir? Ah ben oui, il y a d'autres choses qui s'en viennent. D'ailleurs, je suis un grand fan d'humour et je me suis concentré à aller parler à des humoristes et donc je vais en avoir beaucoup sur mon spectacle. Oui, on va parler de spectacle d'humoristes, mais sur mon émission. Donc, je peux vous dire tout de suite, Daniel Lemire va être avec nous. On a Pierre-Luc Pomerleau, Simon Gouache, aussi Grégory Charles. Ça va avoir lieu. Je vais le rencontrer la semaine prochaine. Je vais vous présenter ça. Et donc, ça va être vraiment intéressant parce que, bon, autant Daniel Lemire que Grégory Charles, c'est des idoles de jeunesse. Et puis, d'ailleurs, il y a un petit plaisir coupable que j'ai avec ma conjointe. Le vendredi soir,
on s'assoit à 21h et on regarde UniTV, les reprises de Chambre en vide dans lesquelles Grégory Charles jouait. C'est un peu ce qu'il a dévoilé au grand public. Et on le réécoute semaine après semaine, comme on faisait dans le temps. C'est vraiment mon petit plaisir du vendredi de tout réécouter ça. Et puis de revoir aussi comment ça a évolué, hein, les mentalités d'il y a 30 ans et d'aujourd'hui. On tournait pas de la même manière aujourd'hui. Comment voir la télé, comment ça a évolué. Très intéressant. Et puis, en plus de ça, c'est quel autre angle que tu veux faire ressortir de ces humoristes-là? Parce que si tu les reçois, c'est parce que tu as un objectif en tête. Oui, ben, je veux voir l'humoriste en arrière, la personne en arrière. Je m'intéresse beaucoup, plus que l'aspect promotion de leur spectacle. Oui, c'est sûr qu'on en parle de leur spectacle, mais j'aime à savoir qui est cet humoriste, d'où il part, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour l'amener là. Parce que souvent, il y a des humoristes qui ont décollé là-dedans. Je pense à un Louis-José Hood qui est tombé là-dedans comme Astérix quand il était, comme Obélix quand il était petit. Mais il y en a d'autres qui ont évolué à travers ça. Je pense à notamment François Bellefeuille, qui était vétérinaire avant, une grosse carrière de vétérinaire. Et ensuite, il a décidé d'obliquer vers l'humour à temps plein. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il y a des humoristes qui vont essayer de trouver le drôle dans leur propre vie, souvent dans des événements dramatiques. Mais puis, j'en ai reçu un, Alex Roy, qui avait raconté qu'il avait dû se défaire d'une relation avec un enfant qui croyait être le sien, mais qui en fait n'était pas le sien. Et donc, c'est vraiment un événement qui est dramatique dans notre vie et il a trouvé le moyen de rire de ça et puis peut-être pour se soulager un peu de cette souffrance-là quand même parce que ça a été un événement qui était traumatisant pour lui, évidemment, d'apprendre que ton enfant, que tu crois le sien pendant quelques années et n'est pas le tien. Et donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être vues de manière plus comique, même si c'est dramatique. Et c'est ça que je vais aller voir aussi avec eux autres. C'est vrai que les humoristes, maintenant que tu me fais penser, là, c'est des gens qui ont un talent, vraiment talent, parce que comment tu peux utiliser quelque chose de dramatique de ta propre vie et puis en faire rire un public? Ça, là, je pense que c'est un haut niveau de créativité. Oui, absolument. Puis même trouver des choses banales et d'en faire des histoires qui sont absolument à se tordre de rire. Je pense notamment à Pierre-Luc Pomerleau, un numéro sur le Dilaudid. Il s'est blessé, il a pris du Dilaudid et il nous parle des conséquences fâcheuses de ce médicament-là. Et tous ceux qui ont pris du Dilaudid le savent, et moi y compris. Ça a rapport avec le transit intestinal, donc je vous en dis pas plus. Allez voir ça sur YouTube. C'est un numéro qui se trouve et c'est absolument à se tordre de rire et c'est carrément banal, mais de la manière qu'il le tourne et qu'il voit la chose, ben c'est là qui est intéressant de voir le paquet d'humoristes qui font des numéros sur des choses banales de leur vie. Est-ce que tu reçois souvent des suggestions de sujets de tes auditeurs, Sylvain? Ben, en fait, j'aimerais ça en recevoir plus, d'ailleurs. Donc, ils peuvent communiquer avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, je suis sur Facebook, on a une adresse courriel qui est facile, escaron@uniquefm.ca. Donc, s'ils veulent me donner des suggestions, il n'y a pas de problème. J'aime ça interagir justement avec mes auditeurs. Et puis, comme on le sait, on les voit pas, nos auditeurs, hein, donc on n'a pas malgré ce qu'on peut penser, on n'a pas vraiment de caméra chez personne. Donc, on voit pas exactement la réaction de nos auditeurs, surtout dans leur voiture et compagnie. Donc, c'est le fun d'avoir une interaction avec nos auditeurs, ça c'est certain. Alors, donc, escaron@uniquefm.ca, c'est le site web si vous voulez faire des suggestions à Sylvain et peut-être même discuter, si vous voulez, hein, d'un sujet avec lui en live, c'est possible. Absolument, absolument. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour l'interaction. Je vous en parle à la prochaine fois. Donc, on est en train d'établir ça. Ça va être beaucoup plus facile d'interagir avec nous autres, justement par texto. On est en train d'installer tout ça. Donc, bravo. Pouvoir interagir. Ouais. Alors, dernière question pour toi avant de te laisser aller. Vu qu'on t'a aujourd'hui et qu'on t'aura pas avant un mois, est-ce qu'on pourrait avoir quelques scoops de demain à l'émission? Quelques scoops. Demain à l'émission, c'est une émission un peu plus tranquille, je dirais, pour le vendredi. On est un petit peu plus musical. C'est sûr qu'on va surveiller on surveille l'actualité avec notre journaliste Marie à toutes les demi-heures à partir de 7h30. Et puis, on va prendre ça smooth, on va prendre ça relax. On a eu toute une semaine avec la tempête. Là, je pense qu'on va se donner une petite émission pour relaxer. Et puis, bien sûr, on prend des nouvelles de l'Est ontarien avec Mathieu Manning, comme à tous les vendredis. Merci beaucoup, Sylvain. Au plaisir de se reparler dans un mois.
Au plaisir. Et au plaisir de faire ça en face. En face, oui, c'est ça. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre les matins d'Unique, ça sera au www.uniquefm.ca. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 9h. Et comme Sylvain vient de le mentionner, si vous voulez faire des suggestions de sujets, vous pouvez lui écrire à scaron@uniquefm.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir le nouveau visage de la nouvelle agente de communication de l'ACFO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre maintenant qui est à la tête des communications et aussi des liaisons communautaires à l'ACFO. C'est Angie Hamel qui a commencé son nouvel emploi depuis combien de temps déjà? Depuis le mois de décembre. Ça fait depuis très récemment que je suis en poste. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir qui est Angie Hamel? D'où est-ce qu'elle vient? C'est quoi son parcours? Et pourquoi avoir choisi l'ACFO? Donc, je m'appelle Angie, j'utilise les pronoms elle et yel. Je viens d'un petit peu partout, je viens d'une famille militaire, donc j'ai souvent déménagé. J'ai habité au Québec, en Ontario une couple de fois, puis en Alberta. J'ai toujours eu le privilège de prendre des cours en français, puis... donc, ma francophonie a toujours été une très grosse partie de mon identité. Puis, après ça, j'ai décidé de m'installer à Ottawa pour mes études. J'entreprends un bac en communication à l'Université d'Ottawa. Et pourquoi l'ACFO d'Ottawa? L'ACFO d'Ottawa, c'est une communauté qui rassemble et... l'ACFO d'Ottawa a surtout beaucoup de projets qui m'intéressent, notamment Franco Chic et son podcast aussi, Petite Causerie, et aussi le prix du Gala Bernard Grandmaître qui s'en vient très bientôt. Alors, lorsque tu as décidé de travailler avec l'ACFO, est-ce que c'est parce que tu avais vu un poste à pourvoir ou bien tu es juste venu cogner à la porte et puis dire, écoutez, moi j'ai envie d'aider, apporter ma pierre à l'édifice? Donc, je pense que c'était un super de bon timing, genre bon temps, bonne place, parce que j'ai postulé sur le site web parce qu'il y avait une ouverture. J'ai vu sur leur Instagram, assez ironiquement, qu'ils avaient un poste ouvert pour les communications. Je suis comme, bon, c'est parfait. Donc, j'ai postulé, puis après une ronde d'entrevue, j'ai réussi. Est-ce que tu es encore aux études? Parce que je me dis, comme allier les études et puis le travail, ça doit demander une bonne organisation. C'est pas impossible. Oui, je suis encore aux études. C'est vrai que c'est pas possible. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est ça.
C'est juste que ça prend un petit peu ça prend beaucoup d'ajustements entre travailler un emploi à temps plein et puis continuer ses études. Nécessairement, il faut faire une couple de sacrifices si on veut travailler à temps plein puis étudier en même temps. Donc, il va falloir aller aux études à temps partiel. Ou sinon, si vous êtes vous êtes très têtu, si vous êtes capable de faire les deux en même temps, prévoyez à sacrifier votre sommeil pour ça. Ça, c'est tellement vrai. Puis je suis contente que l'ACFO t'aide. Pourquoi? Parce que tu es encore aux études. Tu peux apporter ces nouvelles idées, cette nouvelle perception de comment pouvoir interagir en communication avec votre public. Je pense que c'est un atout qu'ils ont en ce moment-là de t'avoir. Merci. Je suis très choyée qu'ils ait pu m'embaucher malgré que je n'avais pas fini mon baccalauréat en communication parce que je suis encore en mode apprentissage puis tout ce que je pourrais apprendre dans mes cours, je pourrais l'appliquer à l'ACFO d'Ottawa. Oui. Puis aussi, ce qui m'intéresse aussi à propos de la job, c'est les liaisons communautaires que tu peux couvrir dans un baccalauréat en relations publiques, mais surtout genre d'avoir cette expérience-là, de connecter avec le monde, puis, tu sais, de parler partenariat, puis ça faire comme ça, je trouve que c'est quand même le fun, puis c'est une partie quand même humanisante de la job, au lieu de juste travailler en communication. Je ne veux pas dire que seul l'ACFO fait ça, mais c'est un travail de plusieurs organismes, mais l'ACFO, en tout cas, fait briller de manière très étincelante la francophonie ici, dans la région de la capitale nationale, et je me demande pour toi qui es francophone, qu'est-ce que ça représente pour toi, pas de travailler à l'ACFO, mais la francophonie en elle-même? C'est une excellente question. Avoir grandi dans la francophonie, je dirais que ça fait partie d'une identité. Puis, la francophonie aussi, c'est une mosaïque, comme la culture au Canada, comme genre toutes les cultures au Canada. C'est une mosaïque de différentes cultures qui parlent français. Puis, ce qui fait partie de la francophonie, c'est l'éducation, c'est les opportunités d'emploi en français, c'est vivre sa vie en français, puis aussi c'est de passer certaines traditions qui viennent en français avec les futures générations. On regarde ceux et celles qui sont encore à l'école, au secondaire, au primaire, puis on voit que on voit des jeunes leaders en devenir qui sont francophones, puis tu vois que c'est une communauté intergénérationnelle aussi. Je trouve que c'est sublime. Ça me fait penser à votre projet, là, les petites causeries. Je pense que c'est les petites causeries, hein, avec les personnes aînées et puis les plus jeunes, là. Ça permet de préparer la relève, parce que si un aîné parle avec un jeune francophone, ben, il va se dire, OK, ben, si cet aîné-là me montre l'exemple que je peux toujours vivre en français jusqu'à mon âge à mon vieil âge, ça veut dire que je peux demeurer en français, parce que je pense que c'est ça le défi. Quand ils sortent du secondaire, souvent avec les universités, ils vont facilement basculer en anglais pour étudier. Oui, il y a surtout, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont allés du côté anglophone parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'opportunités du côté anglophone. En Ontario, ça peut être le cas, mais il y a rien de plus... Genre, je trouve qu'il n'y a rien de plus avantageux qu'être bilingue puis être fonctionnellement bilingue en Ontario, surtout dans la région de la capitale nationale. Donc, c'est ça. Puis le podcast des petites causeries, c'est le podcast intergénérationnel qui rassemble nos aînés et nos jeunes. C'est le fun de voir des différentes perspectives en parlant de différents enjeux. On parle de la technologie, on peut parler de l'éducation, de qu'est-ce que la francophonie. Donc, je trouve que c'est quand même assez le fun de voir des différentes perspectives, incluant de ceux qui ont vécu des moments historiques et ceux qui vont en vivre davantage. En tout cas, j'ai toujours dit, je pense que j'ai dit ça à tous tes collègues qui sont passés ici. Là, j'aime ce projet-là parce que ça permet de voir un peu les mentalités. Tu vois, il y a un petit clash, je vais dire comme ça, entre la mentalité des personnes aînées et puis la mentalité des jeunes, parce que le monde est en constant changement. Dis-moi, toi, en tant qu'agent des communications et puis partenaire de liaison, qu'est-ce que tu comptes apporter de plus à l'ACFO avec ton expérience personnelle? Ayant travaillé aussi à d'autres organisations francophones comme Le Réveil, je trouve que
ma jeunesse. Okay. C'est ça que je peux apporter, c'est ma jeunesse, puis c'est mon adaptabilité. J'ai quand même de l'expérience sur les réseaux sociaux, ayant été créatrice de contenu moi-même avant d'avoir travaillé à l'ACFO. Donc, avoir cette sorte de manipulation-là avec les réseaux sociaux, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de générations un peu plus vieilles que moi qui ont cette manipulation-là. J'ai grandi avec les réseaux sociaux, donc je peux ajouter ça. Puis, quand même, une perspective un petit peu plus jeune dans le côté marketing. Oui. C'est bien d'avoir une perspective. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est un atout qu'ils ont de t'avoir. Et puis là, tu viens de mentionner le réveil. Je sais qu'avec le réveil, là, vous étiez en constant mouvement. Oui, c'est vrai, on sautait d'un projet à l'autre qui c'est quand même assez le fun, ça te gardait sur tes orteils, mais en même temps, ça te faisait apprendre aussi un petit peu plus d'adaptabilité. Tu sais, est-ce qu'il y a une formule qui marche pour appliquer à différents projets? Puis, c'est ça, travailler dans les subventions aussi, c'est quand même le fun. Écoute, je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, tu vas nous parler du prix Bernard Grandmaître et de qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour cette fameuse journée-là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec Angie Hamel, qui est la nouvelle coordonnatrice des communications et liaisons communautaires à l'ACFO Ottawa. Elle est une personne passionnée et passionnante. On sent que tu aimes être dans le monde des communications. Je sais que tu seras un très bel atout pour à l'ACFO Ottawa. Vous avez plein d'activités et parmi ces activités-là, tu mentionnais que tu avais eu un petit béguin pour Franco Chic. C'est quoi ça comme activité? Donc, Franco Chic, c'est un projet qui englobe beaucoup de différents projets en confection de linge, de chapeaux. Donc, on a différents ateliers avec de différents artistes, de différents créateurs. Puis, celui qui s'en vient, c'est avec Marc Bissonnette. C'est un atelier de confection de chapeaux. On a des places limitées si vous êtes encore intéressé sur le site web d'ACFO Ottawa. Et puis, c'est ça, c'est les mercredis et les jeudis du 8 février au 2 mars. Et c'est ça, apprenez à faire vos propres chapeaux. Et puis, vous pouvez sortir complètement stylé. Est-ce que c'est fait en virtuel ou les gens doivent se mettre ensemble dans une salle, je sais pas? C'est un cours qui sera offert en personne, aura lieu à l'école secondaire publique L'Alternative. OK. Alors, donc, le projet Franco Chic, comme tu as dit, c'est plusieurs différents projets. Est-ce que ce que vous proposez, comme par exemple la confection de chapeaux, c'est un besoin de la communauté ou vous avez juste lancé l'idée comme ça? C'est un projet que je suis pas mal sûre, c'est avec Ottawa Bilingue. OK. Et puis, c'est un projet parmi tant d'autres. Et c'est un projet rassembleur qui nous permet de rassembler une petite partie de la communauté francophone pour un projet commun qui est un projet artistique. Puis, c'est ça, c'est pas mal pour le fun. Mais si jamais on a des questions?
si on a des questions, si on a du monde qui request des choses différentes, ça nous ferait plaisir aussi de prendre ça en compte. Et puis, on voit ça en ce moment sur l'affiche. Les places sont limitées à 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi. Vous pouvez aller au www.acfo Ottawa et puis pouvoir participer à cet atelier de confection de chapeaux. Est-ce que, Angie, pour être amie avec moi, tu me donnerais un scoop des prochains projets de Franco Chic? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent qu'on peut partager? Ça, pour l'instant, c'est pas mal secret. OK. Mais j'ai essayé. Mais je suis pas mal sûre qu'on recherche aussi quelqu'un pour un cours de couture. Donc, si on a des maîtres et des maîtresses de couture, ça nous ferait absolument plaisir de faire partenariat. Parfait. Alors, on va continuer avec notre dernier sujet de ce jour. C'est le prix Bernard Grandmaître. J'ai pu voir dernièrement dans vos infolettes que vous avez repoussé la date de soumission de candidature. Je pense que ça a été demandé peut-être par la communauté, hein? Oui, on l'a repoussé d'une journée parce que il y avait quand même assez d'intéressés. On a quand même contacté une couple de personnes, mais c'est ça, le 23, quand la date limite approchait, on a reçu une panoplie de candidatures. Bonne chance pour pouvoir trouver les personnes que vous allez faire rayonner cette journée-là. Alors, prix Bernard Grandmaître, ça se passe quand, où et comment vous vous préparez à ça? Parce que ça revient en présentiel, en grande pompe. Oui, donc le 23e gala des prix Bernard Grandmaître aura lieu le 21 février 2023 au Centre des Arts Shenkman à Orléans à partir de 17h. Les portes ouvriront à 17h où on sera tous invités à un réseautage sur des cocktails. Il y aura des bouchées qui seront servies, il y aura un bar payant avec des boissons alcoolisées et non alcoolisées. On aura le photobooth Lexi Booth qui sera de retour cette année. Et puis, on aura aussi une performance de l'artiste Van Hoanle qui sera présentée aussi lors du cocktail. Puis le gala débutera en général à 19h dans la salle Harold Shenkman. Puis les billets sont en vente sur notre site sur le site web du Centre des Arts Shenkman. OK, c'est sur le site web du Centre des Arts Shenkman qu'on peut avoir les billets pour le prix Bernard Grandmaître. Oui. OK, donc ça ne sera pas au www.acfo Ottawa, mais si éventuellement vous allez au www.acfo Ottawa, vous pouvez peut-être trouver un lien qui va vous emmener directement au Centre des Arts Shenkman. Alors, pour une première pour toi, tu t'attends à quoi? Parce que ça va te demander de travailler et puis de faire du beau réseautage. Effectivement. Donc, durant le gala, je vais être stationnée quelque part pour pouvoir poster en live toutes les lauréats et lauréates des prix Bernard Grandmaître. Donc, ça va être ma responsabilité de poster leurs photos en temps réel. Donc, j'ai quand même assez hâte. Puis, à part de mon emploi, j'aimerais aussi beaucoup réseauter avec beaucoup de jeunes leaders dans notre communauté. Puis, du monde avec qui j'ai côtoyé pendant certaines années depuis que j'ai commencé à travailler dans la francophonie ottavienne. Donc, ça va me faire absolument plaisir de pouvoir réseauter puis juste soak in la belle atmosphère que crée le gala. Et je suis sûre que c'est pas la première fois que tu vas baigner dans un environnement où est-ce que tous les Franco-Ontariens, parce que je te dis, là, peut-être que tu l'as déjà vécu, mais le prix Bernard Grandmaître, là, je pense que c'est le rendez-vous de l'année. Tout le monde y est. Effectivement. Donc, surtout, on aura des artistes, on aura des figures saillantes dans la communauté francophone. C'est ça, oui. Puis, on aura même du monde, tu sais, en intervention de l'éducation, on aura en santé, oui. C'est ça. Puis on aura des organismes aussi qui viendront au gala. Donc, il y a vraiment il y a non seulement des prix pour tout, mais il y a des places pour tout aussi. Donc, ça va être super le fun à voir. Alors, pour les gens qui nous regardent en ce moment, voici le visage de la chargée de communication, la coordonnatrice des communications et des partenariats à l'ACFO Ottawa. Donc, retenez son visage et puis la soirée du prix Bernard Grandmaître, vous allez l'approcher pour lui faire un petit allô. Angie, je te souhaite bon succès pour ton mandat et puis au plaisir de te reparler en studio. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir.
Alors, pour vous autres à la maison, plusieurs informations que je voudrais rappeler. Donc, il y aura le prochain atelier de Franco Chic qui est un cours de confection de chapeaux avec Marc Bissonnette. Ça s'en vient très bientôt. Donc, ça sera les mercredis et jeudi du 8 février au 2 mars. Seulement 10 places de disponibles pour s'inscrire. www.acfoottawa.ca. Deuxième information, c'est le gala des prix Bernard Grandmaître qui revient vraiment en présentiel après 2 ans, le 21 février 2023 de 17h. De 17h, je pense, jusqu'à 21h par là. Donc, vous vous êtes invités à venir célébrer la francophonie ontarienne avec l'ACFO Ottawa. Pour les billets, ça ne sera pas sur le site web de l'acfoottawa.ca que vous pourrez la voir, mais plutôt sur le site web du Centre des Arts Checkman où va se passer le prix Bernard Grandmaître. Donc, si vous voulez des informations, je vous invite à aller visiter le www.acfoottawa.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je vais parler avec l'auteur David Ménard. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'auteur David Ménard, qui a écrit dernièrement « L'aurore martyrise l'enfant », qui est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie qu'on dévoile exactement qu'est-ce que c'est. J'ai envie de te connaître en tant que personne et en tant qu'auteur. Qu'est-ce qui t'inspire à écrire? Toutes sortes de choses, mais beaucoup les laissés pour compte de l'histoire. Donc, les mal-aimés comme Marianne Wood, qui est l'héroïne ou la gentille héroïne de mon roman. J'aime beaucoup parler, c'est ça, des personnages un peu laissés pour compte, des gens dont on sait peu de choses. Dans le passé, j'ai écrit sur la Corriveau, dans mon recueil de poésie « Poupée de rouille ». Donc ça aussi, c'était une histoire qui me fascinait depuis l'enfance. Je savais très peu de choses sur elle. Donc, en fait, c'est ça. J'essaie d'aller trouver des réponses là où l'histoire a laissé des questions en plan. Alors, des gens comme par exemple pour l'œuvre dont on va discuter tantôt, là, comme Marie-Anne Wood, comment est-ce que tu as ce déclic-là de te dire, OK, j'ai envie d'aller creuser dans l'histoire de cette dame-là? En fait, c'est depuis ma tendre enfance, j'ai vu le film L'Aurore, l'enfant martyr. C'est le tout premier film québécois, si je ne m'abuse, qui date de 1951. Et ça m'avait traumatisé, un film en noir et blanc. Et il y a de la musique d'orgue, et puis il y a des scènes d'horreur. Et puis, je ne comprenais pas ce qui avait poussé une femme à
martyrisé une enfant jusqu'à la mort, en fait, puis j'avais pas de réponse à mes questions. Puis quand je posais la question à ma grand-mère ou à d'autres personnes, on me disait, mais parce que c'est une femme méchante. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est méchante? Donc, c'était pas satisfaisant pour moi comme réponse. Et j'ai voulu m'intéresser, en fait, je me suis toujours intéressé à cette histoire-là parce que, en fait, mon roman parle de la maltraitance infantile et je crois que pour bien comprendre la maltraitance faite aux enfants, il faut aussi comprendre les abuseurs. Et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Si on s'intéresse seulement aux victimes, ben, on va seulement régler 50% du problème. Wow, c'est tellement profond, qu'est-ce que tu viens de dire là, David. Et puis, ça me pousse à dire, en fait, que tu dois être rempli d'empathie. Parce que quand tu n'as pas d'empathie, là, tu n'as pas la capacité de te dire, OK, je vais regarder du côté de la personne qui a été accusée ou bien, comme tu les appelles, les laissés pour compte, pour savoir pourquoi une personne comme tout le monde, là, irait faire ce genre d'atrocité, là. Oui. Mais en fait, c'est que je voulais comprendre et je n'avais pas de réponse. Et c'est en lisant, en me renseignant, en faisant beaucoup de recherches sur Marianne Wood. En fait, j'ai lu le livre d'Éric Veillette, qui est vraiment une grosse brique. C'est vraiment une mine d'informations. Là-dedans, il y a le verbatim du procès. Et ce qui m'avait vraiment sauté aux yeux lorsque j'ai lu ce procès-là, c'est que Marianne Wood, en fait, elle est issue d'une famille extrêmement pauvre. Elle a perdu sa mère à l'âge de 10 ans et elle a elle-même vécu de l'abus et des mauvais traitements de la part de ses frères et sœurs. On ne donne que ce qu'on a. Exactement. Donc, je crois qu'elle a seulement répété ce qu'elle connaissait et elle n'a pas eu de chance. Je crois que c'est une femme qui a vraiment perdu son chemin, qui était dépourvue. Je crois que lorsqu'on vient d'un milieu où il y a une pauvreté extrême et lorsqu'il y a de la violence à ce point, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de perdre son chemin. Et ce qui m'avait aussi frappé à la lecture du verbatim du procès, c'est qu'elle était plus... En fait, on avait noté qu'elle était plus violente lorsqu'elle était enceinte. Donc, ça m'avait frappé, ça m'avait vraiment sauté aux yeux. Et puis là, ben, je révèle un peu un scoop du roman, c'est que moi, je suis persuadé que si Marianne Wood avait vécu à une autre époque, si elle avait vécu de nos jours, qu'elle n'aurait probablement pas eu d'enfant. Je crois que c'est une femme qui ne voulait pas d'enfant et je crois que lorsqu'elle tombait enceinte, à répétition, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les femmes étaient pratiquement des machines à faire des bébés. Enfants. Ouais. Exactement, à cause de la religion, tous les systèmes judéo-chrétiens qui imposaient ça aux femmes. Et les femmes pauvres, à l'époque, avaient pratiquement deux choix pour améliorer leur sort. C'était soit qu'elles se mariaient, et c'est ce que Marianne Wood a fait. Elle s'est mariée à l'âge de 16 ans ou 17 ans, et avant l'âge de 23 ans, elle avait déjà 6 enfants. Et ça, c'était de son premier mariage, et elle en a eu d'autres par la suite. Et l'autre choix, ben, c'était soit d'aller vers la prostitution, et il y avait un troisième choix qui était pour les filles de bonne famille pouvaient entrer en religion, mais c'était vraiment réservé aux petites filles de bonne famille et qui avaient un minimum d'éducation. En tout cas, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, que si Marie-Anne avait vécu à notre époque, elle n'aurait peut-être pas eu, elle aurait eu le choix d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Et je pense aussi qu'elle aurait eu cette possibilité-là d'avoir accès à des services. Tu sais, des services, par exemple, en santé mentale, de la thérapie ou je sais pas, n'importe quoi d'autre qui pourrait l'aider à guérir de ces blessures-là. Et je pense que tu viens secouer un peu la mentalité de certaines personnes qui avaient une idée fixe de cette dame-là. Oui, c'est vrai. On l'a toujours dépeint comme une marâtre. C'est devenu la figure de la méchante belle-mère par excellence dans la culture québécoise et canadienne-française. C'était une femme méchante, sans éducation,
pas très futée, mais moi, au contraire, je crois que c'est une femme très intelligente. Et la preuve, c'est qu'en me renseignant sur elle, j'ai lu certaines de ses correspondances, dont lorsqu'elle a été emprisonnée, donc elle a fait plusieurs années de pénitencier à la prison de Kingston. Elle a appris l'anglais et elle a communiqué souvent par lettres avec différentes instances juridiques, dont avec le procureur de la Couronne et le ministre de la Justice de l'époque, et elle écrivait très bien. Donc, pour moi, c'était là un signe de son intelligence. Et je crois que, contrairement à ce que l'histoire ou les autres personnes qui l'ont dépeint, je crois que Marianne Hood était un personnage ou une personne aux multiples facettes et qui est un personnage beaucoup plus complexe que ce que l'histoire le laisse entendre. David, viens te garder avec moi. On va prendre une pause pour accumuler toutes ces informations-là et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec l'auteur David Ménard qui a écrit dernièrement L'aurore martyrise l'enfant, une œuvre qui a rapport direct avec l'histoire de Marie-Anne Hood. Et David l'emmène avec beaucoup d'empathie. Ceci étant dit, tu ne pousses pas les gens à juste voir, à avoir seulement de la compassion pour cette dame-là parce qu'elle a fait quelque chose d'horrible. C'est vrai. Et je le répète, c'est une œuvre de fiction. Hein? Oui, c'est basé sur des faits vécus, mais c'est quand même une œuvre de fiction. Et je n'excuse aucunement ces gestes. Je ne légitimise pas ces gestes non plus. J'offre simplement une autre explication à ce qui aurait pu arriver. Il y a vraiment une part de mystère qui plane sur cette femme-là. Et moi, j'ai voulu simplement mettre ça en lumière. D'autres explications. Exactement. Donc, non, je n'excuse pas ces gestes. Je crois que je voulais juste entrer dans son univers pour essayer de la comprendre. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, on ne peut pas comprendre la maltraitance infantile sans s'intéresser aux abuseurs. Donc, et j'avais vraiment envie d'aller dans l'univers de Marianne Hood et de comprendre ce qui l'avait poussé à commettre l'irréparable. Et ouais, donc je suis allé très loin dans cette quête noire-là, parce que c'était pas vraiment facile. Ce qu'elle a fait, en fait, on l'a souvent dit, c'est impardonnable. Et c'est un peu ma façon aussi d'aller offrir un pardon à sa victime. Oui. Donc, ouais. Et puis, moi, je pense que ton ouvrage est bienvenu dans notre ère en ce moment parce qu'on se questionne beaucoup sur
tout ce qui a rapport avec la santé mentale, penser aussi à pourquoi on est devenu ce qu'on est devenu, penser à nos patterns, comme on le dit, nos systèmes de pensée, tout ça. Je pense que ça pourrait aider les personnes non seulement à voir ce côté-là où est-ce que cette dame-là avait des problèmes profonds, et puis d'un autre côté aussi pouvoir comme essayer de comprendre les parents de notre époque aussi. Oui. C'est certainement un outil qui pourrait aider certaines personnes ou qui pourrait apporter un éclairage différent sur cette problématique-là. Mais je crois que si Marianne avait vécu à notre époque, comme tu l'as dit un peu plus tôt, elle aurait eu accès à des ressources. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. On parlait pas d'émotions, on parlait pas... en fait, c'était un devoir conjugal. On devait faire des enfants. Et aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque que la correction des enfants était quelque chose qui faisait partie de l'éducation et des valeurs. Donc, c'était quelque chose qui était même encouragé. Et il y a un fait qui m'a vraiment... qui m'a vraiment surpris lorsque je me suis renseigné sur l'histoire, c'est que lorsqu'elle a été emprisonnée, elle a d'abord... on allait lui donner la peine de mort. Et comme elle était enceinte, on a retardé son châtiment un peu plus tard. Et pendant ce temps-là, il y a des congrégations religieuses qui se sont mis à écrire au procureur de la Couronne et au ministère de la Justice de l'époque. Ils ont dit, mais non, cette femme-là s'est simplement trompée dans sa vertu. Donc, elle a seulement essayé de faire son devoir de mère et elle s'est trompée. Et donc, c'est juste pour dire à quel point que la correction, donc les physiques, c'était quand même quelque chose de commun à cette époque-là. Mais c'est sûr que dans le cas de Marianne Lund, c'était à l'excès et c'était vraiment excessif. Oui. J'imagine que durant ton processus de création pour cet ouvrage-là, vu que tu as fait plusieurs recherches, tu as dû te sentir triste souvent. Oui, mais c'était très libérateur pour moi parce que moi, je n'ai jamais vécu de maltraitance infantile, mais par contre, j'ai subi de l'intimidation lorsque j'étais à l'école. Donc, il y a quand même un parallèle à faire. J'avais vécu quand même certaines choses. Et pour moi, c'était très libérateur pour moi d'aborder ça et d'aller dans cette voie-là. Donc, c'était... ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Là, on parle de maltraitance infantile, mais pour les ouvrages précédents que tu as eu à écrire, c'est quoi les sujets que tu aimes toucher? Toutes sortes de choses. L'amour, j'en ai parlé beaucoup dans Neuvaine et dans mon premier roman, Nous aurons vécu, nous non plus. Je vais dans toutes sortes de directions vraiment. Dans Le ciel à gagner, j'ai parlé de l'univers de tour de bureau, l'univers du 9 à 5. Ça, c'était très différent. Et puis, plus récemment, il y a eu Poupée de rouille, qui est l'histoire de la Corriveau, personnage de la Nouvelle-France qui a été condamnée pour avoir tué son deuxième mari. Elle a été pendue sur la place publique et ses restes ont été exposés au grand public sur la place publique pendant un mois dans une cage. Donc ça, c'était un fait divers qui m'avait vraiment frappé lorsque j'étais jeune. J'ai toujours voulu écrire là-dessus. On disait que c'était une sorcière. Il y a eu plusieurs légendes de sorcières qui sont ressorties de ça. Et puis, moi, j'ai voulu... il y avait vraiment une part de mystère qui planait sur cette femme-là aussi, et j'ai voulu aller creuser là-dedans. Puis aussi, il y a eu L'autre ciel. Oui? Je voulais juste dire que j'ai l'impression que tu utilises ton art pour aller, comme tu as dit là, mettre la lumière sur les laissés pour compte. C'est ton chemin à toi, là. Oui. Ça me fascine. On dirait que j'aime ça, redonner les lettres de noblesse à ceux, justement, qui ont été laissés pour compte, les incompris, les mal-aimés. Dans L'autre ciel, je m'intéresse à Marie-Madeleine et j'ai fait un peu un exercice similaire, mais je me suis imaginé qui serait Marie-Madeleine. Pour ceux qui savent pas c'est qui Marie-Madeleine, je parle du personnage de la Bible.
donc qui était une prostituée qui a évolué aux côtés de Jésus et qui a été sauvée par lui. Et je me suis imaginé qui serait Marie-Madeleine si elle avait vécu à notre époque. Et je me suis dit que ce serait probablement encore un personnage marginal, encore une prostituée, mais je l'ai imaginée en tant que femme trans qui doit accumuler la somme d'argent dont elle a besoin pour subir une série de chirurgies plastiques et avoir sa transformation de son changement de sexe. Donc, c'est toutes sortes de sujets comme ça qui m'intéressent parce que je me pose des questions. Là, quand j'étais jeune et que je n'avais pas de réponse, c'est devenu des questions qui m'ont habité pendant toute ma vie et que j'ai gardé avec moi. Et ça fait des très, très beaux livres plus tard. Et puis, c'est pas seulement des romans que tu écris. Hein. Je trouve que c'est un atout que tu as aussi, comme plusieurs autres auteurs que j'ai déjà reçus, de basculer entre la poésie, le roman et tout ça. Parce qu'il y en a qui sont juste roman, poésie. C'est vrai. On m'a souvent... c'est autant un compliment qu'un reproche. On m'a souvent dit que j'avais une écriture hybride. Donc, pour ceux qui sont les tenants purs et durs de la poésie classique, pour ça, c'est inacceptable. Il va nous rester 20 secondes avant la pause. Mais je te garde avec moi pour clore l'émission, s'il te plaît. D'accord. Oui. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une écriture qui est vraiment hybride. Bravo. Et oui, j'essaie d'un style à l'autre. Je te garde avec moi, comme je l'ai dit. Là, on va clore l'émission ensemble. Et puis vous aussi, j'aimerais que vous puissiez rester. On a une information pour vous après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle toujours avec l'auteur David Ménard, qui a écrit ce roman, L'aurore martyrise l'enfant, paru aux éditions Interligne. Puis j'avais prévu comme question de te poser ce qui faisait ta particularité, mais je pense que j'ai trouvé ma réponse pendant qu'on discutait. Déjà, ton empathie et la capacité que tu as de jouer entre la poésie et le roman, parce que tu fais les deux en même temps. Alors, la dernière nouvelle qu'on voulait partager aux gens, c'est que tu vas prochainement être au Salon du livre de l'Outaouais en tant qu'invité d'honneur. Bravo. Alors, à quoi est-ce qu'on s'attend? De belles discussions authentiques comme on vient de le faire? Oui, il va y avoir de très, très beaux échanges. Je vais être là en séance de dédicace aussi. J'ai très hâte d'aller à la rencontre des lecteurs. Et je suis très, très honoré. En tout cas, nous, on a été honorés. J'ai été honorée de parler avec toi. C'était fluide, c'était rempli de compassion et puis d'empathie. Et puis, on espère te revoir en studio une fois. Oui, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Bonne journée. Alors, vous autres à la maison, pour pouvoir avoir accès à cet ouvrage, L'aurore martyrise l'enfant, de David Ménard, ça sera au www.interligne.ca. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Faites attention sur les routes. Nous, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Marrickville, le joyau du canal Rideau, site du patrimoine mondial, une ville qui a très bien préservé son patrimoine également. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.